Pour revenir sur les talibans, ils sont sur le temps long. Et ils ont gagné pour ça. Ils ont gagné parce que la guerre américaine, elle n'avait plus aucun sens. La présence américaine, elle n'avait plus aucun sens. Et beaucoup d'Afghans se sont rangés du côté des talibans par révulsion justement de cette présence occidentale, du poids qu'elle a fait peser sur la société. Beaucoup d'Afghans viennent nous dire, à nous Français, vous avez détruit notre pays. Mais non, on n'a pas détruit votre pays, on a essayé de l'aider. Si, vous avez détruit notre pays, ils s'en sont persuadés, y compris dans le camp gouvernemental, pas que chez les talibans, c'est assez étonnant. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+, pour ce nouveau grand entretien. Si vous pouvez commencer par liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment super pour son référencement. Parce que je reçois aujourd'hui un grand journaliste et un reporter de guerre, Régis Sommier, bonjour et bienvenue sur VA+. Alors vous avez réalisé le documentaire Kaboul au cœur des talibans avec la célèbre photographe Dominique de Vigry pour Canal+. Alors ça a été tourné en juillet, on sait ce qui s'est passé depuis, mais est-ce que vous pouvez redonner un peu le contexte de l'Afghanistan à ce moment-là, en pleine évacuation des troupes américaines? Alors nous, on est arrivé fin juin à Kaboul. C'était déjà, la ville était déjà en effervescence, qu'on a tout de suite noté. Il y avait des queues devant les ambassades déjà. Alors certaines ambassades prétextaient la raison Covid pour rester fermées. Et en réalité, il y avait beaucoup d'Afghans qui avaient déjà entamé des démarches. On sentait clairement que les talibans allaient prendre le pouvoir à un moment ou à un autre. De même, nous, quand on est allé voir les talibans pour la réalisation de ce documentaire, on est tombé en plein milieu d'une embuscade à quasiment 20 km en gros du centre-ville de Kaboul. On comprenait aussi qu'il y avait la ville de Medanchar, qui est dans la capitale du Wardak, qui est pas très très loin, qui était un peu le dernier verrou dans laquelle l'armée gouvernementale avait des hommes, la police, etc., patrouillait. Mais sinon, il n'y avait rien, quoi. C'était des verrous presque, voilà. Et les talibans, à l'inverse, eux, contrôlaient déjà des territoires entiers, administraient ces territoires en toute tranquillité, à la différence des soldats de l'armée gouvernementale qui, eux, étaient camouflés, avaient des gilets pare-balles, des casques, ne sortaient jamais sans un véhicule blindé et vivaient entourés de sacs de sable. Donc là, il y avait clairement, dans ce qu'on a pu voir dans le paysage et dans la façon dont les talibans administraient ou avaient reconquis certaines zones, c'est qu'il y avait une impression de facilité déconcertante, comme quoi les talibans allaient reprendre le pouvoir très vite. D'accord. Alors vous avez passé 48 heures avec des talibans, c'est ça? Oui, à peu près. Alors vous avez même déjeuné avec les talibans que vous avez rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un déjeuner avec des talibans? Alors déjeuner avec des talibans, ce qui était... Bon, ça se passe, c'est à l'afghane, donc on s'assied par terre. Faut pas montrer la plante de ses pieds parce que ça se fait pas. On enlève les choses, donc on se met, voilà, on plie les jambes. Donc c'est une nourriture assez saine avec à base de pain, beaucoup de légumes, voilà, du mouton, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du kabouli pilao aussi, un riz très très parfumé avec des raisins, avec. C'est plutôt bon du coup. C'est plutôt très très bon. Oui, non, c'est plutôt très bon. Ce qui était assez rigolo dans ce déjeuner, c'est que mon caméraman et moi étions, donc Paul Comiti et moi-même étions autorisés à déjeuner, mais pas Véronique de Vigry, parce qu'elle était une femme, et donc dans le documentaire, elle dit oui, j'ai appris que je peux rester que 10 minutes. Voilà, elle dit ça me rend dingue, je suis furieuse. Voilà, et donc voilà, on déjeune avec les talibans, mais il y a encore ces règles qui sont appliquées et auxquelles une occidentale et une française ne font pas dérogation. Ouais, voilà. Vous avez ressenti le fait que dans Afghanistan et dans beaucoup de pays, la femme est invisible en fait dans l'espace public et même dans les relations sociales. Elle n'existe pas, mais c'est parce que la société traditionnelle est structurée comme ça. La femme et l'homme ne cohabitent jamais. Voilà, en gros, ils se voient pour la reproduction, mais sinon ils ne vivent jamais ensemble. Et les hommes vivent ensemble et les femmes vivent ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me pose toujours la question de savoir s'il y a plus de burqa chez les talibans, dans les zones talibanes, notamment rurales, qu'en ville. Et en fait, en réalité, non, il y a beaucoup plus de burqa en ville qu'à la campagne. D'abord parce que la burqa est un élément qui permet à la femme de se dissimuler sans être totalement sous le contrôle de l'homme. Un homme est le tuteur de la femme en Afghanistan. Elle doit sortir accompagnée d'un mâle. Ouais, tout à fait. Et ce qui se passe dans les zones talibanes, c'est qu'elles n'ont pas de burqa parce qu'on ne peut pas travailler au champ avec la burqa.
En revanche, elles ont des grands voiles noirs dans lesquels elles se drapent dès que la présence de l'homme, dès qu'il y a une présence masculine. Et en fait, quand elles vont au champ, en revanche, quand l'homme n'est plus là, elles enlèvent leur voile et elles travaillent au champ avec les enfants. Et elles remettent, donc il y a des espaces réservés aux femmes, toujours problématique, on le voit vraiment dans le documentaire, avec à chaque fois qu'il y a une femme, on essaie de nous empêcher de l'aborder, alors qu'elle est totalement habillée en noir, quoi. C'est complètement surréaliste, comme s'il y avait une peur de la femme, qui est quand même quelque chose de cardinal dans l'Afghanistan traditionnel et chez certains musulmans. D'accord. Est-ce que vous pouvez dresser le portrait robot du taliban? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été enrôlé, un peu endoctriné, ou bien c'est vraiment un fanatique ou même un opportuniste? Qu'est-ce que c'est en gros? Il y a plusieurs types de talibans. Il y a les anciens, il y a les nouveaux, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vivent et qui représentent, si vous voulez, l'idéologie talibane. C'est une idéologie qui colle complètement au monde rural afghan. Ils pratiquent un islam traditionnel, les prières rythment la vie. C'est une idéologie qui émane des campagnes, en fait. Et c'est pour ça qu'elle représente d'ailleurs un défi aujourd'hui pour les talibans d'administrer les villes, et en particulier des villes comme Kaboul, qui ont été occidentalisées, entre guillemets, pendant 20 ans, qui ont vécu à l'unisson avec le reste du monde, tandis que ces campagnes restaient évidemment isolées, reculées, etc. Mais ça ne veut pas dire que le taliban est quelqu'un absolument, uniquement déconnecté, ils ont beaucoup de téléphones portables. Ils truquent leur voix. Vous savez que l'islam traditionnel interdit l'usage des instruments, par exemple. Et donc, eux, ils utilisent les vocodeurs de tous les rappeurs du monde entier pour truquer leur voix et faire des chants qui ressemblent presque à des morceaux de rap. De l'autotune, De l'autotune, exactement. Et ils ont des enceintes sur leur petite moto parfaitement performantes, le dernier cri de la modernité, importés du Pakistan, évidemment. Donc, ils utilisent toute la technologie, ils ont des iPhones, ils ont des Samsung, ils ont plein de choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre de talibans, moi j'ai pu le constater, parlent anglais. Alors quand j'aurais posé la question de savoir pourquoi ils parlaient anglais, c'était des jeunes, ils me disaient nous on a fait des études à Kaboul, et une fois qu'on est sorti de l'université, il n'y avait pas de travail, on est retourné dans nos villages, et les talibans payent leurs combattants. Donc il y a un côté aussi où l'argent n'est jamais loin, les talibans ont su administrer leur province, les zones qu'ils ont conquises de façon optimale, pour pouvoir payer leurs combattants, alors que l'armée gouvernementale les payait moins bien, voire ne leur donnait pas leur pension tous les mois. J'ai vu des soldats de l'armée afghane se plaindre de ne pas avoir été payés depuis 3 mois, de ne pas avoir vu leur famille depuis 1 an. Donc au niveau du moral des troupes, il y avait clairement quelque chose qui laissait penser que les talibans avaient mieux administré leur guerre, et ils étaient dans un effet de dynamique évident, et ça dès juillet, quoi. Voilà. Alors en 1996, les talibans prenaient déjà Kaboul et l'Afghanistan, parce que en fait ils sont arrivés dans un contexte de guerre civile entre Massoud et Hekmatyar, pour remettre dans le contexte. Alors ils étaient assez bien accueillis à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'accueil est aussi bon? J'imagine dans les campagnes, mais dans les villes, comment c'est? Alors dans les villes, il y a un certain nombre de résistances. On a vu des femmes qui n'ont pas hésité à aller braver les nouveaux maîtres de Kaboul, à aller porter leur parole pour demander que les droits des femmes soient respectés. Les talibans ne les ont pas violentés, il y a eu quelques accrochages, mais il n'y a pas eu de clash majeur. Ce qui est intéressant, parce que ces manifestations-là n'avaient pas eu lieu, par exemple, quand les talibans sont arrivés au pouvoir en 96, où leur installation avait été le théâtre de pendaisons massives, d'exécutions à la Kalachnikov dans les stades, bref, une justice punitive dès leur arrivée. On n'a pas vu ça se produire cette fois-ci. Ils font très attention, justement, à pouvoir apparaître aux yeux de l'Occident et aux yeux du monde entier comme des interlocuteurs crédibles et capables d'administrer l'Afghanistan. Alors, c'est vrai que, je le répète encore, il existe... l'Afghanistan d'aujourd'hui n'est certainement pas le même d'il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette présence américaine qui a permis l'émancipation de beaucoup de femmes, par exemple. Beaucoup de femmes ont pu aller à l'université, elles ont pu aller à l'école. Là, les talibans viennent de dire elles peuvent retourner à l'université, mais il faut qu'elles portent un voile. Voilà. Donc ils imposent leurs règles, mais ils n'interdisent pas aux femmes d'aller à l'université, qui est aussi une nouveauté. Il y a une chose qui est très importante qu'on a peu remarqué aussi, c'est le fait que les talibans sont vecteurs d'unité nationale, alors que le gouvernement Rani et le précédent gouvernement Karzai, vous vous souvenez que Karzai, on le surnommait le maire de Kaboul. Ça en disait très long sur son l'incapacité de ce gouvernement à instaurer un ordre et une administration sur l'ensemble du pays, et une administration inclusive, incluant toutes les parties de l'Afghanistan. Là, les talibans,
À la différence de la dernière fois où ils étaient partis des zones pashtunes du sud, de Kandahar, de la province d'Helmand, éventuellement de Nangarhar aussi de l'Est, contre les hommes du Nord, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks. Ces trois ethnies, les hommes du Nord, leur ont fait face, il y a eu une opposition. Cette fois-ci, ça n'a pas du tout été le cas. L'offensive que les talibans ont menée, elle a d'abord été au nord, parce qu'ils ont su gagner le cœur de des populations des minorités. C'est-à-dire, à la différence des Hazaras, peut-être qu'on peut mettre à part, mais pour les Ouzbeks et pour les Tadjiks, une partie de la population a rejoint l'idéologie talibane. Du coup, ils ont parfois réinstauré d'anciens gouverneurs dans leurs fonctions, hein, même chez les Hazaras, dans la province de Daikundi, qui est juste à côté de Bamiyan, là où les Bouddhas ont été, où ils avaient plastiqué les Bouddhas, donc chez les Hazaras, ils ont réinstauré le même gouverneur. D'origine Hazara, ce qui est inimaginable dans l'ancien régime taliban. Ils ont par exemple décrété que l'ouzbek était une des trois langues officielles de l'Afghanistan, avec le dari et le pashto, pardon. Donc en fait, ils ont donné des gages aux minorités, et c'est comme ça qu'ils ont conquis le pouvoir. Et pour s'y maintenir aujourd'hui, ils jouent la carte d'une forme d'unité nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une opération de séduction pour ensuite appliquer une véritable dictature islamiste telle qu'ils l'avaient fait entre 1996 et 2001? Toute la question, elle est là. D'accord. Alors on a beaucoup parlé de la débâcle de l'armée afghane avec ces gens qui sont retournés chez eux. Est-ce que les Afghans en ont marre de se battre entre eux, ou bien ils se sont dit les talibans, peut-être qu'ils ont changé ou Oui, il y a pas mal d'Afghans qui ont fait, y compris des anti-talibans, qui ont fait ce choix-là par lassitude de la guerre, parce que l'Afghanistan, il faut comprendre que c'est deux générations qui n'ont jamais connu la paix, c'est 42 ans de guerre. C'est 20 ans d'occupation américaine et 20 ans de guerre sous cette occupation. Si vous voulez, vous demandez à un Afghan dans la rue qu'est-ce que c'est que la paix, il ne sait pas ce que c'est. C'est plus de sécurité, moins de sécurité. Là, c'est bien. La semaine dernière, c'était bien. Là, la sécurité s'est dégradée. Voilà comment il voit sa vie. Et il voit sa vie en se disant que toujours il peut prendre le risque, comme nous on l'a constaté à 2 reprises, sur la route, de tomber dans une embuscade et de prendre une balle qui passe. Il y a une sorte d'habitude de la guerre. Chaque Afghan sait manier une Kalachnikov, sait la démonter, connaît le maniement d'explosifs. Enfin voilà, c'est un peuple entier, il faut imaginer, qui a vécu dans la guerre depuis 2 générations. Et on entend beaucoup cette phrase, c'est que les talibans sont des frères, des cousins, des amis, des membres du clan, et donc ils n'ont pas envie parfois ils ont une démarche de ne pas se dresser contre eux, c'est aussi ça? Alors il y a de ça, le taliban n'est pas quelqu'un qui est venu totalement de l'extérieur. Dans beaucoup de familles afghanes, oui, il peut y avoir un oncle qui travaille dans l'armée et un autre oncle qui est taliban. Voilà, c'est la division, c'est les histoires où une femme qui est mariée avec un taliban, le père qui travaille pour le gouvernement, enfin bref. Voilà, cette réalité afghane, c'est souvent des histoires de famille. Les familles sont nombreuses, les familles ont des ramifications, et évidemment la guerre afghane traverse la famille et traverse toutes les familles, avec des morts pratiquement dans chaque famille en Afghanistan. Alors, vous avez couvert pas mal d'autres conflits, et on dit que l'Afghanistan est le tombeau des empires, et que les Afghans sont de redoutables combattants. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que les talibans sont encore plus redoutables de par leur fanatisme? Alors, la question des talibans, ils étaient environ, on a estimé, les services de renseignement américains estimaient que les talibans étaient environ au nombre de 75 000 à peu près, tandis que l'armée afghane était au nombre de 300 000 à peu près. Donc équipés, avec tout l'équipement moderne que d'ailleurs les talibans ont récupéré pour partie. Cette armée afghane a été battue par un ennemi inférieur numériquement qui va au combat sans gilet pare-balles, sans casque et avec des sandales, et dont les aïeux ont défait l'Empire soviétique. Enfin, vous voyez. Donc, dire que les talibans ne sont pas des bons combattants, c'est une connerie absolue. Je l'ai entendu des gens dire que c'est des terroristes et que c'est pas des bons soldats. Non, bien sûr que c'est des très très bons soldats. C'est des gens qui sont capables d'une certaine austérité aussi. Même dans la société traditionnelle afghane, par exemple, quand un homme se marie, il est de coutume d'inviter le plus grand nombre de personnes possible pour montrer que le mariage est important. Parfois, des Afghans s'endettent pendant 2 ans pour
pour pouvoir célébrer leur propre mariage, et les parents aident, etc., etc. Les talibans disent non, il faut moins de monde. Donc, ils prônent une austérité qui permet à chaque Afghan peut-être de se marier. Parce que si on n'a pas la fortune et si on n'a pas l'assise financière, on peut pas se marier, on n'a pas la dot, etc., etc. Donc ça, même dans la société traditionnelle, l'idée talibane d'imposer une sorte d'austérité générale est assez bien acceptée. Elle vient contrebalancer des mots, par exemple, comme la corruption gouvernementale. La corruption gouvernementale au niveau de la justice, quand les talibans pratiquent les cours de la charia, on a, nous, la chance, c'était assez exceptionnel, d'assister à une cour de la charia. C'est une justice impitoyable, où il y a un bourreau qui est à côté du juge, qui est entièrement masqué, et qui peut prononcer une exécution comme avoir la main coupée, être pendu, ou être lapidé pour un couple adultère. Il y a cette justice-là, mais 90% de la justice exercée dans une cour de la charia, ça va régler un différend pour la propriété d'un champ entre deux paysans, une affaire de vol d'argent, une affaire de problèmes matrimoniaux, etc., etc., etc. Et la justice est délivrée quasiment sur le champ. Les gens dans les campagnes, elle est simple, elle vient du Coran, selon les lois du Coran, donc elle est édictée par Dieu. Ça passe sans aucun problème. Ouais. Et ça a le mérite d'être assez rapide, à la différence de la justice autrefois exercée par Kaboul. Donc vous voyez, les talibans ont une idéologie qui correspond assez bien à l'espace rural afghan, correspond assez bien à la vie des Afghans, d'une certaine façon. Maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau des villes, c'est plus du tout la même chose. Et est-ce que les Afghans des villes accepteront ces principes de la charia? Seront-ils appliqués de façon impitoyable ou y aura-t-il des tolérances? Tout ça, ça va être en gestation dans les mois qui viennent. Et on va voir le gouvernement taliban à l'œuvre, parce que c'est facile d'être héroïque, conquérant avec des armes dans les campagnes et de se montrer à l'offensive et de faire une stratégie militaire. Maintenant, il y a une stratégie économique à mettre en place, une stratégie financière. Et là, on va les voir à l'œuvre. Alors, vous êtes l'ancien directeur de Paris Match, et Paris Match a été en contact avec les talibans depuis pas mal d'années. Est-ce que vous avez constaté une évolution, alors dans leur discours et un peu leur doctrine, au moins leur communication, mais dans leur stratégie, leur matériel aussi? Est-ce qu'ils se sont professionnalisés, ils sont mieux armés, etc.? Alors, cet aspect-là, oui. Les talibans que j'ai rencontrés dans la province du Wardak avaient quasiment tous abandonné la Kalachnikov pour se mettre au M4 ou au M16 américain. Donc là, il y avait déjà clairement une manufacture d'armes qui était complètement différente. Les talibans ont beaucoup évolué au niveau de leur utilisation de la communication et des réseaux sociaux. Par exemple, pour miner le moral des troupes de l'armée régulière, ils montraient des redditions de garnison où on les voyait embrasser des soldats pour leur pardonner, etc. Et la logique, pourquoi cette armée de 300 000 hommes a-t-elle échoué? Tout simplement parce que les Américains ont dit « on s'en va », que on leur disait à ces soldats, de toute façon, comme les Américains s'en vont, un jour ou l'autre, les talibans reprendront le pouvoir. Donc attendez-vous à ce qu'ils le reprennent. Et en plus, regardez vos camarades, ils se rendent et les talibans les traitent bien. Donc en voyant ça, un certain nombre de soldats se disaient, pourquoi devrais-je offrir mon sang et mourir pour l'Afghanistan là, alors que de toute façon les talibans vont gagner et vont... Voilà. Donc on avait d'un côté une dynamique en faveur des talibans qui s'était installée, le départ des Américains a accéléré le mouvement, a accéléré les offensives. Stratégiquement, je vous dis, ils ont gagné d'abord le nord et ensuite ils ont conquis les villes du sud. Et les villes, nous on a rencontré un commandant taliban, le commandant Haji Zakher, de la province du district de Saïdabad dans le Wardak, et on lui disait, mais pourquoi vous prenez pas les villes? On était en juillet. Il nous a dit, pour le moment, l'ordre, c'est de conquérir les districts de campagne. Là, il venait de reprendre 3 districts dans la province du Wardak. Il disait, les villes, elles sont comme des frimures. Elles tomberont le jour où l'ordre nous sera donné par nos commandants de conquérir les villes. Kaboul tombera extrêmement rapidement. Il nous disait, si Dieu le veut, mais ça sera très rapide. Voilà. Et voilà, moins d'un mois après, Kaboul tombait. Ouais. Sur le matériel laissé par les Américains, c'était trop cher pour eux. Et comment ils prévoient de... Quel est le risque avec cette quantité astronomique de matériel de pointe parfois laissé par les Américains? Les talibans vont l'exporter, le revendre, l'utiliser Alors,
La question, c'est que les talibans savent déjà utiliser des drones, savent déjà utiliser des lunettes à visée nocturne. C'est un mouvement de guérilla à la base qui a toujours privilégié l'évitement et la fuite face à l'Amérique et le posage de bombes, le posage d'IED, toutes les techniques du rapport du faible au fort dans les cadres des guerres asymétriques ont été utilisées à merveille par les talibans. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre à propos des talibans, il y a un proverbe musulman qui dit qu'un homme, si tu n'accomplis pas ta destinée, ton fils l'accomplira pour toi. Ils sont dans le temps long. D'accord. Il y avait aussi un proverbe qui leur a été attribué, c'était vous avez les montres, mais nous on a le temps. Et donc ils ont joué cette carte. Ils ont joué cette carte jusqu'à rendre la présence américaine proprement absurde. C'est-à-dire que l'Amérique est venue dans ce pays pour d'abord déloger Ben Laden et Al-Qaïda. C'était une guerre de nécessité à la base. Le 11 septembre venait de se produire. La riposte américaine a d'abord été justement de frapper les camps d'entraînement de Ben Laden, ce qu'on appelait la Masada, la tanière du lion, en Afghanistan, là où ont été recrutés les kamikazes du 11 septembre. Quasiment tous les kamikazes ont été formés à Kandahar, à côté de Kandahar. Des Saoudiens. Voilà, des Saoudiens. Et donc par Ben Laden, donc les Saoudiens, la branche saoudienne. Donc l'Amérique est intervenue et ensuite elle a eu ce souhait, puisque c'était à la mode à l'époque, de faire du nation building, c'est-à-dire de reconstruire l'État afghan en lui proposant un modèle à l'occidental, d'une certaine façon, avec une hiérarchie, un premier ministre, etc., une administration. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, et ça a tellement jamais marché qu'au bout de 1000 milliards de dollars investis, les Américains ont fini par se rendre compte qu'il reste 50 plus ou 50 moins, ça ne changerait rien. On n'y arriverait jamais. On n'y arriverait jamais parce qu'on a voulu plaquer, je pense, une idéologie occidentale, une vision occidentale sur un pays qui échappe à cette réalité-là, dont les acteurs ne pensent pas de cette façon-là. Ouais. Et donc on a mis ce gouvernement Rani, donc d'abord Karzai, ensuite Rani, au pouvoir, en espérant qu'un miracle se produirait, et les États-Unis ont dépensé 4 plans Marshall là-dedans, 5 ou 6 fois le budget annuel de la France, qui ont été dépensés dans cette guerre en pure perte. En pure perte, parce que, si vous voulez, quand les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan en 88, ils ont laissé, eux, un gouvernement qui fonctionnait, avec un chef, Najibullah, le docteur Najibullah à l'époque, qui a combattu d'ailleurs et qui a vaincu les Moudjahidines pendant un moment, une armée de 400 000 hommes, un réseau universitaire, une administration. Ça, les Russes l'ont laissé sur place. En 91, le gouvernement a été anéanti et la guerre civile s'est imposée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'URSS a disparu. Et donc il n'y avait plus le soutien des Russes, il n'y avait plus le soutien financier possible. Donc l'Afghanistan a été le théâtre d'une guerre civile épouvantable. Puis aussi le fait que les Américains qui avaient investi massivement auprès des Moudjahidines contre les Russes se sont complètement retirés. Vous savez, c'est le film La guerre de Charlie Wilson, qui raconte comment ce sénateur s'est battu pour armer les Moudjahidines, notamment avec les missiles Stinger, pour leur redonner l'avantage face aux Russes, et comment il a contribué à la défaite des Russes, et comment à la fin du film, il explique et il dit mais pourquoi on n'a pas investi dans les écoles, pourquoi on a abandonné l'Afghanistan à son sort. Et c'est un peu à cause de ça qu'on a eu les talibans. Mais d'une certaine façon, donc on est dans une narration, pour revenir sur les talibans, ils sont sur le temps long. Et ils ont gagné pour ça. Ils ont gagné parce que la guerre américaine, elle n'avait plus aucun sens. La présence américaine, elle n'avait plus aucun sens. Et beaucoup d'Afghans se sont rangés du côté des talibans par révulsion justement de cette présence occidentale, du poids qu'elle a fait peser sur la société. Beaucoup d'Afghans viennent nous dire, nous Français, vous avez détruit notre pays. Mais non, on n'a pas détruit votre pays, on a essayé de l'aider. Si, vous avez détruit notre pays, ils s'en sont persuadés, y compris dans le camp gouvernemental, pas que chez les talibans. C'est assez étonnant d'ailleurs. D'accord. Est-ce que les États-Unis sont un peu définitivement vaccinés avec cette idée d'exporter leur modèle un peu partout dans le monde ? Alors, je pense que oui, c'est la fin du droit d'ingérence, c'est la fin des guerres, je dirais, messianiques, si on peut les appeler ainsi. Je disais la guerre d'Afghanistan au départ, guerre de nécessité, mais la guerre d'Irak, guerre de choix.
le choix des dirigeants américains d'envahir l'Irak, avec les conséquences qu'on sait, puisque le retrait des Américains d'Irak a provoqué l'arrivée de Daesh, le retrait des Américains d'Afghanistan provoque le retour des talibans. Donc on voit bien que là, on a essayé d'apporter une réponse aux maux qui nous avaient frappés, et on n'y est pas arrivé. Et la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est: avons-nous gagné contre la guerre contre le terrorisme? Et la réponse que j'apporte est non. On n'a pas gagné la guerre contre le terrorisme, et c'est même pire. On a créé des foyers qui aujourd'hui sont des viviers de terroristes. Là, on a à nouveau un sanctuaire. Les talibans vont-ils accepter d'avoir Al-Qaïda? Vont-ils régler leur compte avec Al-Qaïda? Je rappelle qu'ils n'ont pas rompu officiellement leur lien avec l'organisation. Leur rapport avec Daesh est moins ambigu dans la mesure où ils ont combattu Daesh, mais ils l'ont combattu comme groupe rival, pas comme groupe opposé au niveau de la doctrine. Donc c'est quand même intéressant. Et les Américains, d'ailleurs, ont aidé les talibans à vaincre Daesh. Ça a été une sorte d'accord qu'ils ont fait en février 2020 à Doha. Donc les talibans ont joué cette carte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'État? Est-ce qu'ils vont être capables justement de gouverner l'Afghanistan? Parce qu'on parlait de problèmes de... en fait, l'Afghanistan, c'est pas un pays. Ce sont des vallées, ce sont des routes. Des vallées qui ont vécu pendant des millénaires les unes à côté des autres, sans quasiment avoir de contact. Vous comprenez ce qui est en train de se passer dans le Panjshir, et en est symptomatique. Les talibans admettent reconnaissent avoir vaincu ou avoir conquis le Panjshir, mais la plupart des combattants, tels le commandant Massoud à sa grande époque, ont vécu dans les montagnes et sont capables de vivre dans les montagnes pendant des années. Et c'est une vallée, comme pas mal de vallées afghanes, tellement escarpée, qu'il est extrêmement difficile d'y arriver. Il y a des vallées très très reculées comme ça, qui n'ont pas de contact avec le reste du pays. Et donc, est-ce que les talibans seront capables d'asseoir leur pouvoir sur l'ensemble de l'Afghanistan, de contrôler notamment les zones de l'Est, là où précisément s'était implanté Daesh, et où il y a toujours une présence de combattants? Est-ce que finalement ce vivier de terrorisme ou de groupes djihadistes qui peuvent naître de ces territoires-là sera-t-il contrôlé par les talibans? Est-ce que les talibans vont pouvoir empêcher que ces gens-là se réunissent à nouveau et exportent le djihad dans le monde? Est-ce que les talibans ont la volonté d'intégrer le concert des nations véritablement et de régler leurs problèmes ou de clarifier leur position vis-à-vis d'Al-Qaïda et vis-à-vis des autres groupes djihadistes? Ça, c'est toute la question. Mais en tout état de cause, même si les talibans veulent être reconnus, ils ont des relations avec la Russie, ils ont des relations avec la Chine, ils ont des relations avec le Pakistan, évidemment, avec l'Iran aussi, qui s'est beaucoup rapproché d'eux. Donc le vide américain est en train d'être comblé maintenant. Où les talibans veulent-ils que leur État aille? Est-ce qu'ils veulent redevenir un État paria ou au contraire participer au concert des nations? S'ils participent au concert des nations, on peut quand même assez difficilement imaginer une représentation talibane à l'ONU à New York qui conserverait des liens avec Al-Qaïda. C'est quand même assez impensable. Donc il va y avoir une nécessité de clarification dans leurs actions et on va voir s'ils disent vrai ou pas. Très bien. Merci beaucoup Régis Ossolier. Et votre documentaire est disponible sur MyCanal? Absolument. Très bien. Kaboul au cœur des talibans. Parfait, merci beaucoup. Merci.